Faut-il craindre un nouvel embrasement entre les Houthis du Yémen et l'Arabie saoudite? Lundi, les rebelles Houthis ont mené des frappes en direction de l'Arabie saoudite, accusant les Saoudiens d'avoir attaqué l'aéroport international de Sanaa, la capitale qu'ils contrôlent. Une trêve fragile, négociée en 2022, tenait pourtant depuis, mais bien sûr, la guerre irano-américaine est en toile de fond. Les Houthis, soutenus par l'Iran, et l'Arabie saoudite pourrait-il de nouveau entrer en guerre? On pose la question à Quentin Muller, journaliste indépendant, spécialiste du Yémen. Bonjour à vous. Bonjour. Le gouvernement légitime du Yémen, en coopération avec la communauté internationale et régionale, et à l'aide de tous les moyens diplomatiques et légaux, a tenté de persuader le régime iranien et les milices putschistes houthis à Sanaa de retourner sur le droit chemin et de cesser de violer l'espace aérien du Yémen avec des vols iraniens. Cette violation n'est pas la première, cependant, cette fois-ci, notre patience est à bout. Voilà, exaspéré, le ministre de la Défense du Yémen, Taher al-Okaili. Quentin Muller, vous rentrez du Yémen, vous Oui, y étiez jusqu'à il y a quelques jusqu'au jours. 3 juillet, oui. Vous voulez nous raconter ce qui s'est passé exactement lundi? Il faut savoir qu'il y a un avion, de la compagnie, iranienne Mahan qui s'est, posé à Sanaa pour récupérer une coalition de Houthis, qui sont, venus ensuite à Téhéran, qui ont été déposés ensuite à Téhéran, donc depuis Sanaa, pour, représenter ses respects, lors des funérailles du guide suprême, iranien, tué par les Américains, Ali Khamenei. C'était une coalition, c'était une délégation, pardon, composée de membres outils qui sont, bon, voilà, qui sont pas des membres éminents, hein, mais il y avait quand même le vice-premier ministre chargé des affaires et de la sécurité, Rouaichan, qui était là, et puis il y avait par exemple Mohamed Al-Bourhaiti, qui est une figure assez connue, des Houthis. Mais bon, c'était pas les caciques, hein, les chefs, hein, restent planqués parce qu'ils ont peur que les États-Unis ou Israël les assassinent. Voilà, donc c'était une délégation qui s'est rendue à Téhéran. Et quand l'avion, retour, hein, le retour de cette délégation, est entré dans l'espace aérien yéménite via cet avion iranien, qui n'est pas un avion, hein, yéménite, de la compagnie nationale, Yéménia, eh bien, la coalition a décidé de bombarder la piste d'atterrissage de l'aéroport de Sanaa pour empêcher que l'avion, se pose. Mais l'avion s'est posé, sur une piste d'atterrissage à Hodeïda, une ville portuaire que les Houthis, contrôlent également. Et donc ensuite, voilà, hein, ces Houthis ont pu se poser. Je pense que la frappe était surtout symbolique pour montrer que, le Yémen, l'espace aérien yéménite était contrôlé toujours par la coalition, et que, évidemment, la coalition, ni la coalition donc, dirigée par l'Arabie saoudite, ni le gouvernement légitime ne reconnaissaient, l'administration, enfin le de facto État, outil, créé, après un coup d'État en Ouais. 2014. Donc les Saoudiens n'ont pas accepté qu'un avion iranien se pose au Yémen, c'est ça? Oui. Le gouvernement yéménite, soutenu par la communauté internationale, dit que c'est lui qui a tiré. Oui, bah, alors non, c'est absolument pas le gouvernement légitime qui a tiré, ce sont des avions saoudiens. Donc le gouvernement légitime n'a pas les moyens, n'a pas de missiles à disposition pour tirer depuis leur position sur, les pistes d'atterrissage, de l'aéroport de Sanaa. Ce sont vraisemblablement des avions saoudiens qui ont mené ces frappes. D'accord, c'est une façon de prétendre qu'ils ont quand même encore la main et encore des moyens, Bien c'est bien sûr, ça? bien sûr. Mais c'est aussi une façon de dire que, bah, l'Arabie saoudite, c'est pas eux qui ont frappé, puisque, comme on l'a dit, il y a cet accord tacite de non-agression, pacte de non-agression entre les Houthis et l'Arabie saoudite. Peut-être encore pour essayer de préserver cette petite trêve, mais bon, j'en doute. Ouais. Pourquoi l'espace aérien est un terrain si sensible au Yémen? Vous pouvez nous rappeler ce qui s'y joue? Bon, il y a un embargo, aérien, maritime, terrestre, sur, les zones administrées par les Houthis. S'il y a un avion iranien, encore plus iranien, viole, cet embargo aérien, bah, forcément, il y a des
conséquences derrière à prévoir. Et c'est ce qui s'est passé avec les bombardements saoudiens. Mmh. La compagnie aérienne yéménite, n'était pas en état d'assurer ce vol elle-même? Alors oui, pour 3 raisons. Yemenia Airlines est tenue à 49 par les Saoudiens, donc les Saoudiens jamais n'auraient accepté que la compagnie, cette compagnie, donc transporte des outils jusqu'à Téhéran et ensuite, les ramène à Sanaa. Aussi parce que les Israéliens ont bombardé les derniers avions, qui étaient valides et disponibles pour l'aéroport de Sanaa. Donc c'était pas possible et puis les Houthis ne contrôlent pas, la compagnie, nationale. D'accord. Alors cette attaque des Saoudiens sur l'aéroport de Sanaa, c'est vraiment la première. Vous avez dit il y a des petites entailles dans la trêve de 2022, mais c'est la première, grosse, on va dire? Alors, il y avait déjà eu, si je puis dire, une violation patente du cessez-le-feu, de ce cessez-le-feu un peu tacite, hein, puisque rien n'a été vraiment signé. Mais, il y a quelques jours, lors d'une grande offensive, à Hodeïda, qui a mené, à la mort d'une dizaine de soldats côté gouvernement, c'était la première fois qu'il y avait des mouvements de troupes, sur les lignes de front. Parce que, bon, moi, je les ai visitées là récemment, les lignes de front. Les Houthis violent constamment le cessez-le-feu depuis 2022, c'est-à-dire qu'ils tirent des drones, des roquettes, des snipers. Donc il y a tous les jours des soldats qui meurent sur la ligne de front, mais il n'y avait pas de mouvement de troupes et il n'y avait pas de bombardement des deux côtés, si vous voulez, sur des villes. Et donc c'était ça le cessez-le-feu. C'était la réalité du cessez-le-feu, elle était là. C'est-à-dire qu'il y avait une trêve, mais une trêve d'un point de vue offensif. Là, les Houthis ont lancé une offensive à Hodeïda, bon, qui n'a pas vraiment abouti. Et puis, il y a ces bombardements saoudiens sur les pistes d'atterrissage de l'aéroport de Sanaa. Donc, en fait, cette petite trêve officieuse, si je puis dire, elle est en train de voler en éclats en ce moment. C'est une trêve pas signée, vous dites, c'est une trêve officieuse? Oui, parce L'ONU était pourtant impliquée? alors, surtout le pays qui était impliqué, qui a obtenu cette trêve, c'est surtout la Chine. Parce qu'en 2022, la Chine, réussit l'exploit de, trouver un accord de paix entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mmh. Et donc, par ricochet, cet accord de paix s'est fait avec les Houthis, entre l'Arabie Saoudite et les Houthis. Il y a eu des pourparlers, il y a eu des rencontres, d'ailleurs assez surréalistes, avec des images où les Houthis, serrent dans leurs bras leurs homologues saoudiens. Ça s'est fait au Yémen, ça s'est fait en Arabie Saoudite, mais rien n'a été signé et surtout, enfin, les Houthis attendent de signer un accord financier avec les Saoudiens. Les Houthis réclament 47 milliards de dollars aux Saoudiens de dommages et intérêts par rapport à leur bombardement de la coalition contre les rebelles. Les Houthis ont estimé à 47 milliards de dollars. Tant que rien ne sera signé, il n'y aura pas d'accord de paix durable, si je puis dire, et Quentin officiel. Ouais, Quentin Muller, je rappelle donc que vous êtes journaliste indépendant, spécialiste du Yémen que vous connaissez bien depuis, pour avoir beaucoup travaillé dans la région, si je comprends bien. Heu, il faut qu'on rembobine un peu l'histoire. Le Yémen, qui est un pays extrêmement pauvre, est divisé depuis quand et pourquoi? On pourrait faire toute la matinale ensemble On va pour essayer parler de ça, de mais quelques minutes. en quelques minutes, le Yémen, c'était deux pays avant, donc avant 90. C'était le Yémen du Sud et c'était le Yémen du Nord. Le Yémen du Sud a été, avant la période socialiste, donc jusqu'en 1967, c'était un protectorat anglais. Et sous le protectorat anglais, il y avait une trentaine de royaumes, donc une trentaine de royaumes qui n'étaient pas unifiés. Ils ont été unifiés par la force et par la guerre en 1967 quand c'est devenu une république socialiste. Et puis après la république socialiste, après de nombreux coups d'État, tentatives de coups d'État, etc., de disputes internes politiques, était sur le point de faire banqueroute puisque l'URSS ne finançait plus cette république socialiste. Donc les socialistes ont voulu l'unification avec le Nord parce que le Nord était beaucoup plus riche. Le Nord a absorbé le Sud, mais c'est comme quand l'Allemagne de l'Est a été absorbée par l'Allemagne de l'Ouest. Cette absorption a été accompagnée de énormément de violences économiques, symboliques. Et puis bon, le Nord considérait que le Sud était socialiste, donc athée. Et puis donc il y a eu beaucoup de rancœur vis-à-vis de cette unification qui s'est faite dans la violence et dans la terreur. Et donc il y a une partie du Sud qui a voulu refaire sécession. Il y a eu une guerre civile qui a duré. Donc vous voyez, en fait, le Yémen est un pays unifié, mais qui s'est unifié tout le temps dans la douleur. Ouais. Heu,
Pourquoi cette attaque saoudienne maintenant? Est-ce qu'il y avait une fragilité particulière des Houthis? Les Houthis sont dans une position difficile aujourd'hui, parce que les frappes américaines et israéliennes de l'année dernière, en début d'année, ont fait très mal, au haut commandement qui aujourd'hui a peur, des assassinats, qui a peur, des renseignements que le Mossad pourrait avoir, sur place. Donc, faut savoir quand même qu'Israël a, assassiné, tout le gouvernement civil d'une frappe, l'année dernière, le gouvernement civil, de facto yéménite, hein, de Houthi, pardon. Donc, ces bombardements ont cassé le chaînon de commandement. Donc aujourd'hui, moi, par exemple, pour avoir discuté avec des déserteurs Houthis, ils me disaient que les ordres n'arrivaient plus réellement. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que les soldats Houthis ne sont plus payés. Donc, ne sont plus payés depuis un moment. Ils reçoivent des cadeaux de temps en temps. Mais bon, vous voyez, je pense qu'à un moment donné, on grince des dents quand on est sur une ligne de front et qu'on n'est pas payé. Donc les Houthis sont en position de faiblesse. Et puis, ils savent très bien que le gouvernement se prépare à une grande offensive depuis des années. Mmh. Hein, pour avoir parlé avec des généraux, l'offensive, ils la préparent. Et le gouvernement aujourd'hui a confiance et a envie de lancer une offensive. Ils attendent le feu vert de l'Arabie Saoudite. Mais là, il y a plus de paix possible, en fait. Mais ils veulent quoi les Houthis? Parce qu'ils veulent leurs 47 milliards, ça on a bien compris, de dollars, mais ils veulent gouverner réellement le Ah oui, Yémen? oui, ils veulent gouverner le Yémen du Nord, donc c'est-à-dire tout l'ancien territoire du Yémen du Nord. Ils ont quasi 90% Mmh. déjà de ces frontières, et ils veulent aussi 50% de la rente pétrolière et gazière du Yémen, parce que la plupart des champs pétroliers et gaziers se trouvent côté gouvernement. Donc ils demandent beaucoup. Les Houthis sont évidemment les alliés de l'Iran. Les attaques américaines sur l'Iran jouent quel rôle dans tout ça? Les attaques américaines sur l'Iran, alors les Houthis ont hésité, tergiversé. Est-ce qu'il fallait soutenir l'Iran en tirant des missiles sur les bateaux qui passaient en mer Rouge ou sur Israël? Finalement, ils l'ont accepté, ce qui a créé des divergences profondes au sein même du commandement Houthi, puisque la branche politique et la branche militaire semblent aujourd'hui plus vraiment d'accord être vraiment d'accord sur la tactique à adopter, s'ils doivent soutenir l'Iran, quitte à être bombardé ensuite par Israël et les Américains et d'être de plus en plus affaiblis sur la scène domestique. Mmh. La crainte des Saoudiens avec la crise du détroit d'Ormuz qui est pas terminée, hein, on le voit tous les jours, c'est qu'elle s'étende à la mer Rouge aussi. Oui, qui s'étendent au détroit de Bab el-Mandeb, qui est un détroit extrêmement stratégique, encore plus stratégique que le détroit d'Ormuz. Les Houthis n'ont pas la capacité militaire de fermer le détroit Bab el-Mandeb, mais ils ont la capacité militaire d'envoyer des missiles, de tirer des missiles sur les bateaux qui passent en mer d'Arabie et les bateaux qui passent sur le long de la mer Rouge, enfin sur la côte ouest. Mmh. Votre conclusion avec tout ça, l'escalade est à craindre? Ah oui, oui, l'escalade est à craindre et moi j'ai peur que cet accord tacite vole en éclats et déjà volé en éclats et que la guerre reprenne concrètement au Yémen. Et concrètement au Yémen et dans la région, donc c'est-à-dire s'étendre sur la côte de la mer Rouge, donc s'étendre au Somaliland, pourquoi pas sur l'Arabie Saoudite, sur l'Égypte et surtout sur le trafic maritime mondial. Mmh. Merci beaucoup Quentin Muller, journaliste indépendant, spécialiste du Yémen. Beaucoup de précisions extrêmement précieuses pour comprendre ce qui se joue là-bas entre les Houthis et l'Arabie saoudite.